Vous numérotez comme vous voulez, c'est pas très grave, mais ce chapitre, enfin cette séance plus exactement, s'appelle fonction sinusoïdale. Alors les fonctions sinusoïdales, c'est quelque chose d'extrêmement important pour une raison très simple, c'est que vous allez voir l'année prochaine un truc qui s'appelle la théorie de Fourier, d'accord? Donc vous connaissez peut-être Fourier, oui. Vous écrivez comment, sinusoïdal? Sinusoïdal, comme sinusoïdal. C'est un O après le O. Voilà. Comme n'importe quel français dirait de façon très suffisante, comme ça se prononce. Voilà. Sachant qu'on a une langue tellement éclatée que c'est vraiment la pire des réponses, mais voilà. Ok. Donc, les fonctions sinusoïdales, c'est important parce que vous pouvez prouver, donc vous connaissez Fourier, vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Fourier, c'est un monsieur qui étudie, au début du 19e siècle, en tout cas, la propagation de l'équation de la propagation de la chaleur, qui est une équation différentielle à deux variables, le temps et la position, et qui est une équation différentielle qui a le mauvais goût d'être en premier ordre sur le, alors, j'espère qu'on est sur le temps et en second ordre sur la position, donc c'est très chaud à résoudre en gros. Et donc en fait, lui il invente un truc, voilà, et puis finalement ça finit par devenir un truc qu'on appelle la théorie des fonctions la théorie de Fourier. Et en fait ce qu'on prouve, c'est que n'importe quel signal périodique, quel qu'il soit, peut être décomposé comme une somme de fonctions sinusoïdales. Ok. Enfin comme une somme, comme une combinaison linéaire plus exactement de fonctions sinusoïdales. Alors ça c'est quelque chose que vous connaissez très très bien, surtout parmi vous s'il y a des musiciens ou des musiciennes, d'accord. En fait quand vous jouez une note, a priori vous avez une somme de fonctions sinusoïdales, d'accord. Ça s'appelle les harmoniques, etc., d'accord. Ça marche très très bien tout ça. Et donc ça savoir. Et en plus il y a un autre truc que vous allez voir en maths, c'est que si vous avez une équation différentielle dans le second membre et la somme de plusieurs fonctions, d'accord. Vous pouvez en fait, ça s'appelle le théorème de superposition, vous pouvez en fait étudier chaque équation différentielle en prenant un bout du second membre. Donc à chaque fois, vous allez avoir une solution particulière. Et une solution particulière de l'équation différentielle totale, c'est la somme des solutions particulières que vous avez trouvées. Ça s'appelle le théorème de superposition. Ça marche extrêmement bien. Et le théorème de superposition, ce qu'il vous raconte, ça veut dire donc que si jamais vous avez n'importe quelle fonction périodique en second membre, vous pouvez la décomposer comme une somme de fonctions sinusoïdales. Donc si vous savez traiter l'équation différentielle pour des fonctions sinusoïdales, vous savez le traiter pour n'importe quelle fonction périodique. Encore mieux, si jamais vous avez une fonction qui est définie uniquement sur un intervalle, vous pouvez la tracer, vous pouvez la mettez comme ça, vous pouvez la déplier, et ensuite vous pouvez la copier-coller. Et si vous faites ça, c'est une fonction périodique. Et donc n'importe quelle fonction sur un intervalle, vous pouvez faire ça. Etc. etc. D'accord. D'où le fait que ça, tout d'un coup, ça devient notre ingrédient de base pour après faire tout. Parce que grosso modo, si on sait étudier ce qui se passe dans le cas sinusoïdal, on sait tout faire. Par simple addition de solutions. Donc c'est vraiment un truc extrêmement important, d'où le fait qu'on en parle aujourd'hui. On commence bien entendu un bon cours de physique ou de maths par toujours le même paragraphe. Définition. Histoire qu'on sache de quoi on cause. Alors définition, c'est pas extrêmement compliqué. Alors petite remarque, on va aussi faire pas mal de choses. Donc une fonction sinusoïdale. Donc ça va vous rappeler des choses d'hier, hein, puisque les fonctions sinusoïdales sont les solutions de ces harmoniques. Donc voilà. Une fonction sinusoïdale est une fonction qui se met sous la forme. Alors, je vais dire les mêmes notations que la semaine dernière. Petit s de t est égal à grand SM cosinus de oméga t plus phi. Voilà. Donc, petite remarque par rapport à l'oscillateur harmonique, il n'y a pas le. Il n'y a pas l'offset, d'accord. Il n'y a pas la composante continue dans cette histoire, d'accord. Et on va définir un certain nombre de termes, d'accord, avec, alors, SM qui appartient à R+, qu'on appelle l'amplitude. Je ne mets pas R+ étoile parce qu'on peut considérer que la fonction nulle est une fonction sinusoïdale, même si c'est pas la meilleure, quoi. Voilà, mais bon, elle existe, ok. Oméga s'appelle sa pulsation. Et oméga, ça appartient aussi à R+. Pareil, pulsation. Alors pareil, je ne mets pas R+ étoile parce que quand oméga égale 0, vous avez une fonction constante. Et donc la fonction constante, c'est un
un cas particulier de fonction sinusoïdale. Je ne sais plus dans quelle question de cours, tout à la fin, il y a marqué à réfléchir pour plus tard. À quelle fréquence correspond à un régime continu? Bah, voilà, à une fréquence nulle. Voilà, c'est ça l'idée. Et phi qu'on appelle la phase à l'origine. Donc à l'origine, en général, on le... Enfin non, ça s'appelle phase ou déphasage à l'origine. En général, on parle de phase. On parle aussi de phase à l'origine. Voilà, on mélange un peu les morceaux, mais voilà. Ouais. Parce que c'est la même fonction, un cosinus et un sinus. Alors ça, c'est important à comprendre. Si vous imaginez la représentation d'un cosinus, d'accord, et que tu enlèves l'axe des ordonnées, tu ne peux plus savoir si c'est un cosinus ou un sinus. En fait, un sinus, c'est simplement un cosinus qui a été décalé. Donc en gros, je pourrais prendre un sinus, mais en mettant un pi sur 2 là-dedans. Donc en fait, contrairement à ce qui se passe dans un triangle où effectivement cosinus et sinus sont très antagonistes, finalement, une fois que tu périodises tout ça, un cosinus et un sinus, c'est exactement la même fonction. Donc effectivement, on prend cosinus pour des raisons... En fait, c'est juste que quand phi égale 0, tu tombes bien sur l'amplitude pile poil, à t égale 0. Donc c'est un chou mieux, quoi. Mais bon, rien de spectaculaire. On aurait pu prendre sinus, ça reviendra littéralement même. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, pour phi, vous pouvez prendre n'importe quoi, mais en général, comme cosinus c'est 2pi périodique, on a tendance à se ramener à la représentation principale, c'est-à-dire que phi appartient en général à moins pi. D'accord? Chose qu'on a déjà vue hier. Alors, le premier truc extrêmement important sur les fonctions sinusoïdales, c'est la première propriété. Cette fonction est périodique. On est d'accord? C'est quoi sa période? Alors, j'ai entendu un peu tout. 2pi sur oméga, effectivement. D'accord? S est t périodique. Avec, et c'est une nouvelle définition, t égale 2pi sur oméga période. Est-ce que ça, c'est un résultat qui est clair pour tout le monde? Autrement dit, si vous faites petit t plus grand t là-dedans, vous voyez que oméga va multiplier grand t. Oméga fois grand t, ça fait 2pi. Et donc, vous avez bien un cosinus de quelque chose plus 2pi, donc le cosinus du quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, faites attention, ce truc-là n'est pas 2pi périodique, parce que la variable ici, c'est t, et pas oméga t. Voilà. C'est le théorème de base. Et donc maintenant, on va essayer de représenter ce truc-là de façon plutôt propre. Alors si je représente cette fonction, en fait, je vais la représenter un peu n'importe comment. Donc en gros, elle oscille de façon symétrique par rapport à l'axe des abscisses. D'ailleurs, symétrique, voilà, on va faire ça, d'accord, un peu plus symétrique. Voilà, alors je vais la faire partir comme ça, d'accord. Etc. D'accord, voilà la bête. On est clair là-dessus? Alors, l'idée, c'est que vous sachiez lire sur un graphique les 3 grandeurs qui vont caractériser votre fonction sinusoïdale. Son amplitude, quelque chose qui est relié à sa pulsation, en l'occurrence sa période, et la plus difficile, c'est la phase à l'origine. Alors, où est-ce qu'on lit déjà l'amplitude? Oui. Raté. Raté parce que, alors faites attention, dans le langage courant, on parle d'amplitude pour ce genre de choses, mais vous voyez que ici, le S oscille entre plus SM et moins SM, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'amplitude pic-pic ou l'amplitude crête-crête, d'accord? SM, c'est tout simplement... Simon? C'est entre l'amplitude et l'axe d'abscisse. Tout à fait. Ça, là, c'est SM, d'accord? Donc faites vraiment attention, c'est une erreur ultra courante parce que dans... Alors en fait, c'est pire que ça, dans le langage courant, le mot amplitude, ça dépend des fois. Il y a des fois, ça veut dire l'amplitude de ça dépend à quel point les scientifiques ont fait le boulot en premier ou en deuxième. Si c'est en deuxième, en général, l'amplitude, c'est comme Camille l'a défini. Voilà. Les Anglais ont tendance à appeler amplitude la totale. Les Anglo-Saxons ont tendance à appeler l'amplitude la totale, ce qui ajoute encore à la confusion. Et c'est la raison pour laquelle en TP, quand vous parlez d'amplitude, c'est l'amplitude pic-pic, en fait. D'accord? Donc je suis d'accord que c'est chiant, mais pour vous, l'amplitude, c'est ce coefficient-là.
Et donc, c'est la demi-variation si vous préférez. D'accord. Tout ça, là, si vous voulez faire... si je continue un peu ici, tout ça, là, ça s'appelle SPP. On appelle l'amplitude pic-pic ou crête-crête. D'accord. Donc, en français, c'est crête-crête. Donc, c'est ultra laid crête-crête à dire. D'accord. On est d'accord qu'on ressemble un peu à une poule malade. Donc, on dit pic-pic. Et en plus, on l'écrit PIC, PIC. Alors qu'en fait, c'est pic-pic, PEAK, PEAK. D'accord. Voilà. Mais bon... Donc là, je vais respecter l'anglais dans cette histoire, d'accord. PP, ça veut dire pic-pic. Après, un pic, ça marche aussi, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Bon. Okay. Donc voilà, ce vocabulaire est ultra chiant. Par exemple, si on vous parle de la mer, par exemple, en français, on parle de la hauteur des vagues. Donc la hauteur des vagues, c'est pic-pic, c'est entre le bas et le haut, d'accord. Et donc, en français, l'amplitude, c'est la moitié de la hauteur, mais en anglais, l'amplitude, c'est la hauteur, c'est la même chose. Parce que, enfin voilà, c'est ultra chiant. C'est vraiment, fait partie des prises de tête super pénibles. Mais bon, c'est comme ça. Je dis plus rien. D'accord. Et donc vous avez une relation évidente entre SPP et SM, c'est quoi? Voilà, SPP c'est double, hein. C'est les deux SM sans aucune forme de problème. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être de valeur absolue, un SM est essentiellement positif. Il n'y a pas de problème dans cette histoire. Deuxième chose que vous êtes censé savoir lire directement sur la graphique, c'est la période. Où est-ce qu'on lit la période? Ouais. Alors vous avez deux façons de lire la période. La façon la plus instinctive, c'est celle-là, mais c'est la pire. D'accord. Et je vous recommande en général de la lire plutôt ici. Entre deux zéros de même sens. D'accord. Alors je vous explique pourquoi. Le fait de la lire en haut, c'est ce qu'on appelle le problème des situations stationnaires. D'accord. Donc je vous explique le problème. Imaginez vous regardez le soleil, d'accord. Si je vous demande à quelle heure le soleil se lève, c'est-à-dire par exemple vous voyez le bord du soleil popper à l'horizon, à la seconde près vous allez y arriver sans aucune forme de problème. Parce que ça, c'est ce qui se passe là. D'accord. Si je vous demande à quelle heure il est midi à la seconde près, comme, vous voyez, par définition, genre hauteur maximale, bah, hauteur maximale, c'est une zone stationnaire, donc vous ne savez pas trop, d'accord. C'est une raison pour laquelle en astronomie, par exemple, il est beaucoup plus facile de trouver la date de l'équinoxe que la date des solstices. D'accord. Pour exactement les mêmes raisons. Donc, en général, pour les questions de précision, on préfère dire T sur les zéros que sur les maximums, mais c'est pas faux en tant que tel, mathématiquement, en tout cas, c'est pas faux cette histoire. On est d'accord? Le dernier, qui est le plus difficile, et c'est pas grave parce qu'en plus, c'est pas un paramètre physique intéressant, c'est phi. Alors, déjà, on va refaire un peu de rappel de terminal. Si j'ai une fonction f, d'accord, dont je connais la courbe représentative. Je vais faire juste le dessin, ne le refaites pas, mais c'est histoire qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Si j'ai une fonction f dont je connais la courbe représentative, par exemple ça c'est C indice f, d'accord. Et si je veux la courbe représentative de la fonction qui est x associe x plus a, que je vais appeler f indice a. Comment est cette courbe? Ouais. Elle est décalée de A sur le côté. Alors, elle est décalée de a, mais par là. D'accord. Ça, c'est extrêmement important à comprendre, en fait. Ça, là, alors je vais essayer de faire la même, d'accord. Ça, c'est C de f indice a. Pourquoi? Parce que quand x vaut moins a, par exemple, il y a plein de façons de le voir. Quand x vaut moins a ici, vous retrouvez la valeur de f de 0. D'accord. Donc, en gros, en moins a, vous devez retrouver la valeur de f de 0. Donc ça, c'est un truc hyper chiant parce que c'est hyper contre-intuitif. Quand vous rajoutez quelque chose à une courbe, enfin à l'argument d'une courbe, ça la décale dans l'autre sens. D'accord. Donc c'est pas évident. Faut juste se souvenir que ça ne se passe pas dans le bon sens par rapport à ce qu'on imagine. Donc en gros ici, je vais revenir sur ce truc-là. Vous voyez que rajouter phi, en fait, ça revient à décaler ma courbe de cosinus dans l'autre sens. Sauf que je n'ai pas fait exactement la bonne chose. Je n'ai pas rajouté phi à t là. J'ai rajouté à oméga t. Donc en fait, si je veux faire quelque chose de propre, pour que vous compreniez comment ça marche, en fait, je vais écrire cosinus de oméga facteur de t plus phi sur oméga. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en gros, en fait, quand j'ai rajouté phi, j'ai en fait décalé ma courbe de phi sur oméga vers l'arrière. D'accord? Ça me raconte que par exemple, dans mon dessin ici, phi est négatif. Phi est négatif là. Parce que cosinus c'est là en théorie, et je l'ai décalé dans ce sens-là.
Donc comme j'ai décalé vers la droite, ça signifie que phi est négatif dans cette histoire. Alors je vais l'écrire un tout petit peu autrement, ce truc-là. Je vais phi sur oméga, ça vaut quoi? Si je l'écris en fonction de la période. Enfin, si j'écris oméga en fonction de la période, plus exactement. Ça fait phi sur 2pi que multiplie grand T. Et alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça vous donne une espèce de ratio. Vous voyez que si jamais phi vaut 2pi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez décalé en fait l'intégralité de votre fonction d'une période. Vous n'avez rien changé. Pour toute valeur en fait inférieure à phi, vous allez la décaler et en fait finalement phi sur 2pi, c'est un peu le ratio de période. D'accord? Si vous l'avez décalé de pi par exemple, si phi vaut pi, ça signifie que vous décalez votre fonction d'une demi-période vers l'arrière. Si phi vaut moins pi, vous le décalez une demi-période vers l'avant. Pi sur 4, d'accord? Ce sera un huitième de période, pi sur 2, un quart de période, etc. etc. Donc, moi j'aime bien cette formulation-là. Et en fait, tout ça pour vous raconter que, en fait, si je prends une troisième couleur, cette distance-là, là, entre l'axe des ordonnées et le premier maximum, d'accord? Ça là, c'est moins phi t sur 2pi fois t. C'est exactement ce que j'ai écrit là. Et il y a un moins puisque je cherche le maximum dans l'autre sens, d'accord? Oui. Quand phi vaut 0, le maximum est sur l'axe des ordonnées. C'est normal, c'est cosinus oméga t, il n'y a pas de problème. Quand t vaut 0, cosinus vaut 1. Ça se passe bien. D'accord. Voilà. Et effectivement, par exemple, quand phi vaut pi, par exemple, si phi vaut pi, vous voyez que vous aurez tout décalé d'une demi-période. On dit votre minimum sera là. Et votre maximum sera à une demi-période plus haut. Alors, c'est pas très grave parce qu'en fait, ce paramètre-là n'a aucun intérêt, puisque ce paramètre-là dépend essentiellement de la façon dont vous avez choisi l'origine des temps. Or, le choix de l'origine des temps est un choix complètement arbitraire. Vous dites à t égale 0, c'est ça, vous pouvez l'appeler t égale 5 secondes si c'est ça pour vous faire plaisir, ou 4 siècles, d'accord? Donc en gros, ce paramètre phi là n'a aucun sens physique. Ce qui va compter, c'est la différence de phase entre deux signaux sinusoïdaux. Donc celui-là n'est pas très grave, mais au moins vous savez le lire sur un graphique. Oui. Pourquoi on utilise cosinus alors que vous disiez même au début du cours que c'était sinus, le truc de base? J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Kenneth répond à Simon. En fait, c'est la même forme. Oui, mais ici, par convention, c'était sinus qui est. Ça changerait strictement rien, sauf que la formule de phi serait un peu différente. Ça serait non pas la distance entre... Là, par exemple, si je faisais un sinus, ici, ce ne serait pas la distance entre l'axe des ordonnées et le premier maximum, mais la distance entre l'axe des ordonnées et le premier zéro croissant. Voilà. Où il y aura un pi sur 2 qui se baladera dans la formule, etc. etc. Il n'y a aucune raison majeure de choisir cosinus ou sinus, c'est deux fois la même fonction. Donc, aucun souci. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc ça, c'est la définition, et c'est les propriétés générales. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de voir rapidement l'amplitude et la période sur un graphique, ce qui n'est pas, pas mortel, par ailleurs. Voilà. Je constate que... Ah si, quand même, je le disais bien. Oui. Non, c'est bon, c'est juste pour vous expliquer d'où ça vient. Voilà. Dernière définition avant de passer à la suite. On définit également ce qu'on appelle la fréquence petit f qui vaut 1 sur t et qui donc par définition, définition de t vaut 2pi sur... non, pardon, oméga sur 2pi, n'importe quoi. Et l'unité standard de la fréquence, c'est des hertz, d'accord? Hertz qui vaut exactement des secondes moins 1. Il n'y a pas de conversation, c'est juste que pour les fréquences, on appelle ça des hertz. Il n'y a que pour les fréquences. Si vous tombez, par exemple, vous n'avez pas le droit de dire qu'une vitesse, c'est des mètres hertz. Non mais, dire, en toute rigueur, ce ne serait pas faux, mais c'est pas vernaculaire. Alors, si vous avez du mal à vous souvenir de ces formules, souvenez-vous que dans oméga... Alors, on va essayer de faire les trucs physiques dans ces histoires. Je vous rappelle, une lance sinusoïdale, c'est un truc qui monte et qui descend, mais que si vous la remettez sur le cercle trigonométrique, c'est donc un truc qui tourne. D'accord? Si vous faites tourner un truc autour d'un cercle, le cosinus, d'accord, il fait ça. D'accord? C'est la partie réelle si vous prenez le cercle des imaginaires de module 1, d'accord? Ou le cercle trigo, c'est l'axe des abscisses. Donc, grosso modo, tourner autour d'un cercle, ça revient à dire qu'on fait des oscillations comme ça, sinusoïdales, le long d'un des deux axes, on s'en fout un peu. Alors, la période, c'est le temps que vous mettez à faire le tour. D'accord? Donc, par exemple, si vous faites un tour en 4 secondes, la période, c'est 4 secondes. La fréquence, c'est le nombre de tours que vous allez faire
1 seconde. Donc si vous mettez 4 secondes pour faire un tour, ben, vous allez faire 4 tours, vous allez faire un quart de tour en 1 seconde. Ouais. Du coup, si on a une fréquence, c'est toujours basé sur la seconde. C'est toujours la C'est mesure par seconde, oui. Oui, parce que c'est en hertz. C'est vraiment le nombre d'occurrences par seconde. C'est vraiment littéralement écrire. D'accord? Ça, une fréquence. Oméga, c'est une conversion en angle. Au lieu de dire on fait 1 tour par seconde, je dis faites 2 pi radians par seconde. D'accord? D'où le fait que oméga c'est 2 pi fois f. Parce que 1 tour, c'est 2 pi radians. D'accord? Donc les unités de oméga, ça là, quand même, c'est en radians par seconde. Alors les radians c'est une fausse unité, hein, ça n'a pas de dimension, mais pour se souvenir des formules, c'est vachement pratique. Parce que vous voyez que pour avoir des secondes moins 1, il faut diviser par des radians. Donc ça, vous savez où est le 2pi dans cette histoire-là. Okay. Donc c'est juste ça en fait. Hein. On pourrait avoir une pulsation en degrés par seconde par exemple. La formule serait donc oméga sur 360 au lieu d'avoir oméga sur 2pi. Tout simple. On va croiser ça extrêmement souvent. Donc on est donc fin du paragraphe et on passe au grand 2. Quelques propriétés des fonctions sinusoïdales que vous devez connaître dès aujourd'hui, comme d'habitude. Il n'y a pas grand-chose, en fait, mais ça va me permettre de faire pas mal de choses. Voilà. Alors, première chose qu'on a déjà vue ensemble, une fonction sinusoïdale peut toujours s'écrire sous la forme S de t égale A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. C'est un théorème qu'on a déjà vu ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez toujours choisir soit la forme que je vous ai donnée tout à l'heure par définition, soit une forme où il n'y a plus de phase, mais il y a A et B. Faites attention, c'est hyper compliqué de trouver la relation entre A et B et ce qui se passe ici. D'accord, au niveau graphique, parce que c'est un mélange de deux fonctions. Je vous rappelle que c'est pas évident en fait. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas évident que ce truc-là va avoir un comportement unique comme un cosinus tout seul, quoi. Bien, c'est pas clair. D'accord? Bah, vous faites un cosinus, vous rajoutez un sinus à côté, enfin on pourrait imaginer que oui, il y aura des petites bosses à un moment donné, mais non, ça se passe bien. D'accord? Alors on va refaire la démonstration dans un sens. De toute façon, ça marche dans les deux sens par ailleurs. En effet, vous allez la refaire en maths, hein, je pense, celle-là. Si vous écrivez SM cosinus de oméga t plus phi. Ça, c'est donc la définition d'une fonction sinusoïdale. Oui. Deuxième question, est-ce que si on a une fonction qui fait des choses similaires, mais pas en se décalant, je prends une courbe qui monte comme ça. Ça veut dire que tu as un est-ce plus. C'est considéré comme périodique ou pas? Non, pas du tout, non. Périodique, c'est vraiment que tu. Ça reste la même. C'est comme pseudo-périodique. On dit pseudo-périodique pour les trucs, c'est un peu le même genre d'esprit, quoi. Périodique, c'est vraiment que tu prends la fonction, tu décales une période, tu retombes sur la même chose et où que tu te places. D'accord? Autrement dit, c'est-à-dire que tu peux prendre ta fonction, la translater d'une période, et ça n'a rien changé à ta représentation graphique. Petite remarque, ça signifie que une fonction périodique est forcément définie sur toute R. Si elle s'arrête, elle n'est plus périodique, parce que quand vous décalez, bah, vous sortez du cadre. D'accord? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Ça, c'est cosinus de A plus B. D'accord? Donc, je peux le développer en disant que ça va faire SM cosinus de oméga t cosinus de phi moins SM sinus de oméga t sinus de phi. Formule que vous êtes censé connaître par cœur à ce stade de l'année. D'accord? Voilà, cos A plus cos B. Cos A plus B. C'est bon? Je vous rappelle, si vous avez du mal à vous en souvenir, que les formules avec cosinus ne mélangent pas les fonctions, mais changent le signe. Alors que les formules avec les sinus mélangent les fonctions, mais ne changent pas le signe. D'accord? Ne mélangent pas les fonctions, mais changent le signe. Et donc, vous voyez que si je veux que ça, ce soit la même chose que ça, et en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit que je me place en plat t égale 0 et oméga t égale pi sur 2. Mais en fait, je trouve que SM cosinus phi, c'est égal à grand A. Donc, je peux toujours poser grand A égale ça. Et grand B, ça va valoir quoi? Je vais mettre dans le sens, c'est-à-dire ça. Moins effectivement SM sinus phi. Donc ça c'est dans un sens, d'accord? Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que vous soyez capable de le faire dans l'autre sens, ou en tout cas partiellement. Donc,
Si jamais vous le faites dans l'autre sens, ça vaut quoi? SM en fonction de A et B. Alors ça, il faut l'avoir vu une fois dans sa vie, quand vous avez un truc comme ça. Vous voyez que c'est pas beau, hein, d'accord? C'est pas linéaire, il y a des cos et des sines. Mais en fait, vous avez une propriété hyper importante, c'est que cos carré plus sin carré, ça vaut 1. Donc si vous prenez ça au carré, plus ça au carré, ça vous donne en fait SM au carré. D'accord? Et comme SM est positif, vous pouvez passer à la racine sans avoir trop de problèmes. D'accord? Et donc en gros, SM, ça vaut racine de A carré plus B carré. Ça, c'est la façon dont on extrait SM. Et la façon dont on extrait phi, c'est pas compliqué, vous faites ça divisé par ça. Et là, vous voyez que les SM vont disparaître. Et ça vous donne tangente phi, qui est égal à moins B sur A. Il est interdit à ce stade-là de passer à arc tangente. Il y a combien de solutions à ça sur moins pipi? Moins pipi, c'est quelle largeur d'intervalle? 2pi. Tangente, c'est quoi périodique? C'est pi périodique, d'accord? Donc en gros, faites vachement gaffe. Ça, on en reparlera un autre jour. Mais est-ce que tous les deux, vous avez la gueule de tangente dans la tête? D'accord? Donc tangente, je vous rappelle, sur moins pipi uniquement, vous n'avez absolument pas besoin du reste. Enfin, c'est pareil, mais bon, voilà. Donc sur moins pipi, tangente, ça fait ça, ça, ça. Autrement dit, si je cherche une solution sur moins pipi, quoi que je fasse, il y en a deux. D'accord? Et donc, si vous voulez utiliser ça, il faut également que vous reteniez soit le signe de cosinus, soit le signe de sinus. Parce que pour le coup, ici par exemple, donc je vais remettre les bornes là. Je rappelle que ici, donc là c'est moins pi, là c'est moins pi sur 2, là c'est 0, là c'est, pardon, là c'est pi sur 2 et là c'est pi, d'accord? Si je prends ces deux solutions là par exemple, c'est-à-dire que j'ai tangente phi égale quelque chose de positif, ici le cosinus est de quel signe? Entre moins pi et moins pi sur 2, non. Négatif, et là il est positif. Donc si vous connaissez le signe de cosinus, ce que vous le connaissez au départ, hein, vous l'avez là, alors vous pouvez savoir laquelle des deux c'est. Vous pouvez regarder le signe du sinus, ça revient littéralement au même. Hein. Ici, le sinus est négatif et le sinus est positif. Et ça marche aussi ici, c'est en dessous. D'accord? Donc, tangente de theta plus signe de cosinus phi qui vous donne l'information pour discriminer en fait entre les deux solutions de tangente phi égale moins b sur 1. D'accord? Qu'est-ce qui t'arrive, Camille, ta calculatrice? Que veux-tu vérifier, Camille? Si, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez pas fait ça avec M. Lévy, la gueule de tangente? Pas encore? Ah non, mais ça, on s'en fout, ça. Ça, il faut que vous connaissiez ça par cœur, quoi. D'accord. Oui. C'est juste parce que quand tu essaies de résoudre ça, tu as deux valeurs de phi. Le signe de cosinus te permet de savoir laquelle des deux c'est. Non, c'est un plus au sens. Enfin, c'est un, si tu veux, et. C'est pas un plus au sens. Voilà, c'est pas une opération mathématique, c'est. C'est le cosinus qui nous permet de le savoir. Ça s'appelle le sinus aussi. Comme tu veux. Soit le sinus, soit le cosinus. Les deux, de toute façon, te permettent de déterminer univoquement le problème. Si tu connais le signe de tangente et que tu connais le signe de cosinus, tu connais le signe de sinus et. Enfin, voilà. On est d'accord là-dessus? Alors, le théorème important qui m'intéresse pour la suite et pour les 20 dernières minutes, c'est un truc très fort. Enfin, très fort non, mais un truc qu'on va utiliser très souvent. C'est la notion de valeur moyenne et de valeur quadratique moyenne. Donc, on en parle depuis quelques jours, semaines, de cette valeur moyenne. Je ne vous l'ai jamais vraiment définie proprement, si je ne me trompe pas. On est parti. Donc, on définit pour une fonction périodique, pour une fonction t périodique, je t'écoute, Camille. Discriminant de quoi, surtout? Carré. Quadratique, c'est-à-dire carré. Il y aura un carré dans le plan. Voilà. C'est ça que ça te raconte. Quadratique, c'est-à-dire carré. C'est-à-dire qu'il y a un carré qui se balade dans l'expression. C'est un mot pour tout en quadratique. Hein. Tu vois, deux qui se baladent un peu dans l'air, c'est quadratique, tout ça. Quoi. On définit pour une fonction
t périodique, la valeur moyenne. Alors je vais peut-être lui donner un petit nom, je vais l'appeler f, pour une fonction f t périodique. La valeur moyenne par... Alors c'est une généralisation, pour, si vous avez des notes par exemple, vous voulez faire la valeur moyenne, faites la somme des notes et vous divisez par le nombre de notes, on est d'accord? Maintenant on va faire exactement la même chose, sauf que c'est une fonction continue, donc on va faire une somme de valeurs, où en fait on va généraliser à la continuité des valeurs. Donc déjà la valeur moyenne ça se note comme ça, avec des petits, je prends un peu petit là, des petits, ouais, voilà, j'appelle ça des brackets parce que j'ai fait 3 de mécanique quantique dans ma vie, mais voilà. Donc vous divisez par la période et vous intégrez de 0 à t f de t dt. Voilà. Donc l'intégrale c'est comme une somme, il faut bien comprendre ça. Hein. Si vous vous souvenez de la méthode des rectangles, vous sommez les valeurs de f, et puis à un moment donné vous augmentez, vous faites tendre vers plus l'infini le nombre de rectangles en formant leur taille nulle. Et ça donne ça, c'est l'intégrale. C'est donc une somme. D'accord? C'est bien. Petite remarque, est-ce que c'est clair? Donc c'est une intégrale, d'accord? Sur la période. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que je peux prendre de 0 à t ou de n'importe quoi à ce n'importe quoi plus t? Je t'écoute, quelle notion? Si on prend de moins 1 demi-t sur... De moins t sur 2 à t sur 2, ça marche. Oui, ça fait 0, non? Non. Entre moins t sur 2 et t sur 2. Non. Et pas au moment où c'est... Si, mais ça fait, mais sauf que ça remonte. Alors, attends, c'est bon, ça s'appelle, ça fait 0. Pour une fonction générale, ça va toujours 0 quoi qu'il arrive. D'accord, voilà. Mais pour une fonction périodique, ça n'est pas. C'est d'accord, vous avez une fonction périodique, si vous prenez l'intervalle de période t, vous imaginez le coloriage là sous la courbe. Si vous décalez, en regardant la même fenêtre, tout ce que vous allez perdre là, vous allez le regagner de l'autre côté, à cause de la périodicité. Donc en fait, là, vous pouvez prendre 0 à t, de moins t sur 2 à t sur 2, de 4500 à 4500 plus t. Faites ce que vous voulez de votre vie, d'accord? Ce qui compte, c'est que l'intervalle fasse une taille de t. D'accord? Le fait que cette définition ne dépend pas, en fait, factuellement, des bornes en vrai. Ça dépend juste que de la taille de l'intervalle. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne. Ok? Et, effectivement, comme l'a très justement remarqué Camille, si vous prenez une fonction sinusoïdale, effectivement, la valeur moyenne vaut 0. D'accord? Alors, on peut faire le calcul. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez pourquoi ça vaut 0. C'est une intégrale, d'accord? Sur une fonction sinusoïdale. Ouais. Parce qu'il y a une symétrie par rapport à quoi? Non, c'est pas central. Ça, c'est pour sinus, mais tu vois, enfin, j'ai effacé le dessin, mais... C'est par rapport à l'axe des abscisses. Alors, c'est pas tout à fait une symétrie, mais c'est que, grosso modo, vous coloriez exactement la même quantité au-dessus de l'axe des abscisses qu'en dessous. On est d'accord que vous avez littéralement la même chose, la même partie, la même aire sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses que la même aire sous la courbe. Autrement dit, vous passez autant de temps, si vous voulez, en dessous qu'au-dessus avec les mêmes amplitudes. D'accord? C'est des théorèmes extrêmement importants, ça. Tu vois, c'est un truc très con, mais si vous avez des notes, genre 5, 7 et 13, 15, vous savez que vous avez 10 de moyenne. Parce que vous avez passé autant de temps en dessous de 10, enfin, vous avez passé la même distance en dessous de 10 qu'au-dessus de 10. D'accord? C'est un truc très con, mais ça marche relativement bien, ce genre de bêtises. D'accord? Donc, pour une fonction sinusoïdale, théorème hyper important, on va l'utiliser tout le temps. La valeur moyenne de S est égale à 0. D'accord? Alors, je vais vous faire la démonstration calculatoire quand même, parce que je ne suis pas avare. En effet, la valeur moyenne de S, par définition, c'est 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de Sm cosinus de oméga t plus phi dt. On est d'accord? Je reprends juste la définition de la valeur moyenne que j'ai vue avant. Donc, vous voyez que Sm est une constante dans cette histoire, donc je vais pouvoir la sortir. Je vais avoir un grand T qui se balade ici. Et puis, je vais trouver une primitive de cosinus oméga t plus phi. On est d'accord? Oui. C'est pas entre 0 et grand T 0 et grand T, pardon, effectivement. Primitive de cosinus oméga t plus phi, c'est 1 sur oméga sinus de oméga t plus phi. Ça, si vous avez un peu bossé vos dérivations et vos intégrations, ça devrait être évident. C'est la composée d'une fonction affine. Et ça, entre 0 et grand T. Et là, j'ai pas besoin de faire un calcul parce que
vous voyez que comme sinus est grand T périodique, bah, la valeur en grand T, c'est la même que la valeur en 0. Donc quand vous allez faire la différence entre les deux, ça fait 0. D'accord? Si vous voulez vraiment faire le calcul, ça fait sinus phi plus 2pi d'un côté, qui fait sinus phi, et sinus phi de l'autre, qui fait sinus phi. D'accord? Mais voilà, donc ça vaut 0, en raison de la périodicité de sinus. Donc ça se passe très très bien. Donc, mais physiquement, il faut que vous le sentiez, quoi. Grosso modo, hein, vous coloriez, si vous coloriez en rouge au-dessus et en bleu en dessous, vous avez utilisé autant d'encre bleue que d'encre rouge dans cette histoire. Ouais. On a sorti le SM parce que c'est une constante. C'est une constante, tout à fait. Tout à fait. Petite remarque au passage, vous voyez que la valeur moyenne est homogène à S. Parce que quand vous intégrez, vous multipliez par dt et vous divisez par la période ici. C'est le but du jeu dans cette histoire. Alors, ça prouve donc que pour une fonction sinusoïdale, la valeur moyenne c'est nul. Au sens c'est pas terrible. Parce qu'en fait, ça bouge quand même, vous voyez, mais en fait, la valeur moyenne vous raconte que ça bouge pas, alors qu'on sent bien qu'un sinus, c'est pas 0 tout le temps, quoi. Donc pour ça, on va inventer une autre grandeur qui est exactement le même esprit. En fait, c'est la généralisation, enfin c'est pas la génération, c'est un autre vocabulaire pour une grandeur que vous connaissez déjà, qu'on appelle la variance, plus exactement l'écart type. Autrement dit, vous voyez, quand vous avez par exemple quelque chose qui est réparti autour de la moyenne vous donnera toujours la même chose. Par contre, vous aimeriez bien savoir si ça s'écarte beaucoup de la moyenne ou pas. C'est la physique de la variance. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? En fait, c'est pas très compliqué, vous prenez l'écart à la moyenne, mais vous savez que si vous additionnez ça, vous aurez des plus qui vont se commencer avec des moins, donc ça va être chiant. Et il n'y a pas beaucoup de façons de transformer des mots en plus. Il y a la valeur absolue ou le carré. Enfin, il y en a plein d'autres, mais dans les trucs les plus simples, c'est ces deux-là. La valeur absolue, même si c'est le plus simple au départ, c'est extrêmement pénible à manipuler d'un point de vue calcul. Donc en général, on prend le carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Donc alors, on va la construire ensemble. On définit... Alors, nous, on va pas appeler ça l'écart type, on va appeler ça la valeur quadratique moyenne. D'accord? C'est pas grave. Ou moyenne quadratique, ou... par... Alors, elle a un petit nom. Alors, elle n'a pas de petit nom en dehors de la physique, mais voilà. Alors, je vais la construire. Donc, vous prenez votre fonction et vous regardez son écart à la valeur moyenne. D'accord? D'accord? Vous voyez que c'est le début de la construction de la variance? Prenez la valeur moins ça. D'accord? Vous la mettez au carré pour que ce truc-là soit toujours positif. Et en fait, dans la variance, si vous vous souvenez, ce que vous faites, c'est une valeur moyenne. Vous calculez la valeur moyenne de ce truc-là. On est d'accord? Donc, vous calculez la valeur moyenne de tout ça. Et ça, c'est homogène à quoi? Si f est dimensionné, c'est homogène à la dimension de f au carré, donc c'est pas terrible. Et donc on colle une racine pour se ramener à un truc qui a la même dimension que f. C'est d'ailleurs pour ça que la variance c'est nul, alors que l'écart type c'est cool. Voilà. Voilà la valeur quadratique moyenne. D'accord? Alors, en physique, on l'appelle valeur efficace, cette valeur-là. On l'a déjà croisée. En physique, on l'appelle valeur efficace. D'accord? Et donc, on va s'attaquer à ce truc-là pour une fonction sinusoïdale. On va voir ce que ça donne. Si S est sinusoïdale, alors, on note, donc vous comprenez toutes et tous d'où vient ce f ici? Oui, c'est efficace, d'accord. Donc on y va, je vais recopier la définition. C'est donc la racine carrée de la valeur moyenne de S moins la valeur moyenne de S au carré. D'accord? Voilà. D'accord? C'est la racine de la valeur moyenne de S moins la valeur moyenne de tout au carré. Alors ça va se simplifier grandement, c'est la racine donc de la valeur moyenne. Ça simplifie grandement, pourquoi? Parce qu'effectivement la valeur moyenne valant 0, ça vous donne tout simplement la valeur moyenne de S au carré. Bon, maintenant on va calculer la valeur moyenne de S au carré. Quand même, il y a temps que je vais pouvoir faire des petites manipulations comme ça. Or, la valeur moyenne de S au carré, c'est, j'applique la formule de la valeur moyenne, c'est donc 1 sur T. Tout le monde est d'accord que S au carré était périodique?
Alors en vrai, elle est t sur 2 périodique, mais elle est aussi t périodique, a fortiori. Vous avez déjà ces théorèmes dans la tête, si une fonction est t périodique, alors elle est nt périodique ou pour tout entier supérieur ou égal à 1. Donc somme de 0 à t, et s carré, je vais l'écrire, c'est donc sm carré cosinus carré de oméga t plus phi dt. On est d'accord que ça c'est la valeur moyenne de s carré? C'est vraiment la définition stricte que j'ai appliquée ici, sauf que je mets s carré au lieu de mettre s dedans. Qu'est-ce que je peux sortir? Sm carré déjà. Et ça, c'est la somme de 0 à t de cosinus carré de oméga t plus phi dt. Est-ce que vous connaissez la technique pour intégrer ça? Ouais. C'est très clairement un truc de linéarisation. Exactement, en fait, il y a une formule dans votre formulaire de Trigo qui n'est pas présentée de la bonne façon. Enfin, je crois que je l'ai peut-être remis dans le bon sens. C'est cosinus de x égale 2 cos carré moins 1. Et en fait, en général, en l'utilisant dans l'autre sens, vous dites que cosinus carré de x, c'est en fait cosinus de 2x plus 1, de tout divisé par 2. Donc ça, en fait, c'est Sm carré sur grand T fois l'intégrale de 0 à grand T. 2, en fait, vous avez un sur 2 ici. Et vous allez avoir, en fait, cosinus de 2 oméga T plus 2 phi plus 1 dt. D'accord, c'est cosinus de 2x plus 1, divisé par une formule de Trigo qui existe quelque part dans notre truc. Ça, c'est une technique à connaître impérativement. De toute façon, vous la reverrez en maths, c'est une technique ultra classique. Ça marche avec toutes les puissances. Si vous avez cosinus cube, vous faites cosinus fois cos carré. Vous faites ça en deux, puis après vous redéveloppez, vous avez des cos carrés que vous remettez avec des cos. Enfin, vous pouvez linéariser ça comme ça. Bien sûr, plus c'est élevé, plus c'est chiant, mais ça marche. Oui. Tu es censé la connaître par cœur. Non mais vraiment, il y a un moment donné, il n'y a pas que toi. Encore une fois, je te tombe dessus parce que tu as la chance de poser des questions, et tu as raison de poser des questions, mais ça s'adresse à tout le monde. Hein. Vous êtes censé connaître cette formule-là par cœur depuis le 1er septembre. Donc c'est cosinus carré x égale celle qu'on utilise, c'est cosinus 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. C'est celle-là qu'on utilise. Et donc je la mets dans l'autre sens, c'est cosinus carré égale cos 2x plus 1, le truc divisé par 2. D'accord? Celle-là, elle est incontournable. Quoi. Vous êtes d'accord qu'on a on a une somme, on a l'intégrale d'une somme? Comme l'intégrale c'est linéaire, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc grosso modo, et là je vais l'écrire vraiment en mode, c'est Sm carré sur t, facteur de l'intégrale de 0 à grand t. Alors je vais sortir le 2 si ça vous embête pas. D'accord, le 1,5 là. Ok. Facteur de l'intégrale de 0 à 2t de cosinus 2 oméga t plus 2 phi dt, plus l'intégrale de 0 à t de dt tout court. On est d'accord? Ok, on y va. Ça vaut quoi? Et ça vaut quoi? Le premier qui calcule une primitive, je le passe par la fenêtre. Pourquoi Alors, ok, stop. Proposition de Camille, hyper intéressante. La deuxième intégrale ne vaut pas 0. Pourquoi elle vaudrait 0, la deuxième intégrale? De quoi? De 1. De 1. Alors, je vous rappelle que pour calculer l'intégrale d'une constante, c'est la seule intégrale qu'un élève de 6e peut calculer si on lui donnait le matos. Parce que c'est l'aire d'un rectangle. Vous avez une constante. L'intégrale d'une rectangle, c'est l'aire sous la courbe, d'accord? Donc c'est la longueur de l'intervalle fois la hauteur du rectangle. Ici, la hauteur du rectangle, c'est 1. La longueur de l'intervalle, c'est t. Donc c'est t fois 1 sans problème. Donc de manière très générale, l'erreur que Camille a faite, c'est une erreur que vous faites très souvent. Pour vous, les éléments neutres et rien, ça orbite à peu près tous pareil dans le même paquet. Donc 1, 0, l'ensemble vide, tout ça, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y a l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. L'élément de l'addition, c'est 0. Et l'ensemble vide qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Voilà. Donc, c'est pas rien. D'accord? Et ici, c'est pas 0 non plus, parce que sinon, ça ferait 0, effectivement. Il n'y a pas de dd. Et ça vaut quoi? Ça vaut 0, pourquoi? Effectivement, cosinus, c'est une fonction sinusoïdale qui est t périodique, elle est même t sur 2 périodique. Et donc, c'est la valeur moyenne
d'une fonction sinusoïdale, et donc ça vaut 0. Par théorème immédiatement précédent. D'accord? Donc, on est parti. Et ça, c'est un théorème que vous devez connaître par cœur. N'oubliez pas qu'on doit passer à la racine à l'arrivée. Donc, pardon, je vais finir quand même. Ça fait Sn carré sur 2. On est d'accord que les t se simplifient. Et donc, est efficace, il faut passer à la racine. C'est tout simplement l'amplitude divisée par racine de 2. Et alors, si vous avez pigé, je vous ai dit que la valeur moyenne, toute fonction sinusoïdale peut se décomposer, toute fonction périodique peut se décomposer comme somme de fonction sinusoïdale. Et vous avez un théorème qui vous raconte, ça s'appelle le théorème de Dirichlet, qui vous raconte que la valeur efficace de toute fonction périodique, c'est son amplitude divisée par racine de 2. Parce qu'en fait, vous allez avoir le même facteur racine de 2 partout. Donc ça marche y compris pour les fonctions non sinusoïdales, même si ce n'est pas dans votre programme. D'accord. Ouais, ça peut-être l'année de suite, Dirichlet, vous allez voir ça l'année prochaine en maths. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et je... Ah, si. Voilà. Si, ça, j'aime bien. Je croyais que je ne fais pas ça parce que c'est l'oscillateur harmonique, mais en fait, c'est... il y a un autre bout avant. On est d'accord? Petite remarque, quand on vous dit que dans vos prises, c'est 220 volts, on parle de ça. L'amplitude, c'est 340 volts et des patates, c'est ça fois racine de 2. D'accord. 220 volts, c'est efficace. C'est U efficace. Ouais. On a dit 220 volts en Europe et dans le pays du monde, mais Non. pas la fréquence. Alors, c'est compliqué. En Europe, on a du 50 Hz et du 220 volts. Alors après, en fonction des pays, tu peux avoir du 60 Hz et du 110 volts, la moitié. C'est le cas du Japon, techniquement. Les États-Unis, je crois qu'ils sont à 50 et 110. Je ne suis pas sûr. Enfin, faut regarder, il y a à peu près toutes les configurations possibles entre la fréquence et le truc. Ça se rapproche, mais c'est ça l'idée. Ouais. C'est des questions de choix au départ, et après, une fois que tu as fait un réseau électrique, tu ne reviens pas en arrière, quoi. Voilà, non, parce que maintenant, beaucoup d'appareils électriques sont quand même faits pour encaisser les 2 tensions et les 2 machins, mais il y en a quand même un paquet où ça marche pas. Et globalement, si jamais tu arrives au Japon et tu dis non, mais en fait, demain c'est 220 volts, tu as la moitié des appareils qui crament dans le pays, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. On a toujours été sur le 220 en France, à ma connaissance. Ou en tout cas, à un moment donné, tu prends une décision. C'est juste quand tu fais un réseau complet. Donc je ne sais pas quand est-ce que la décision a été prise en France de passer au 220. Mais moi, j'ai jamais connu de prise 110 en France. Pourtant, je commence à être un peu âgé. Mais, je pense... Ah, oui, alors ça, j'en sais rien. Mais là, ça doit être bien vu. Hein. Alors, il y a peut-être eu les 2 standards qui ont coexisté pendant une période. Mais probablement avec des transformateurs en aval pour faire ça. Mais ça, j'en sais rien. Pour le coup, je ne connais pas l'histoire du réseau électrique français. Non. Tu me prends en défaut. Je regarderai, mais voilà. Dernière chose qui m'intéresse pour préparer la suite, vous avez fait les complexes avec M. Lévy. Maintenant, c'est bon, vous êtes fort, forte. Voilà. On est d'accord? Dernière chose. Ça, c'est hyper important parce que c'est votre cours de la rentrée. D'accord? Si S est sinusoïdal, S de t s'écrit comme la partie réelle de exponentielle j facteur de oméga t plus i. Alors, chez nous, j, c'est i. D'accord? Tout simplement parce que i, c'est pour l'intensité. Et donc, vous remarquez qu'une fonction sinusoïdale s'écrit comme la partie réelle d'un exponentiel complexe. On est d'accord? Oui. Et donc, effectivement, l'amplitude de ta fonction sinusoïdale sera le module de ce complexe. D'accord? Et ce qu'il y a à l'intérieur sera l'argument de ce complexe. D'accord? Enfin, un argument, on va voir ça un peu. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est vachement sympa comme nouvelle parce que cosinus de A plus B, on est d'accord que c'est un peu chiant quand même comme formule. Mais exponentielle de A plus B, c'est vachement plus sympa. Dérivée sinus ou cosinus, c'est chiant. Dérivée exponentielle, c'est sympa. Sauf que comme la partie réelle est un opérateur linéaire, bah, vous pouvez dériver des parties réelles, etc., etc. Et on va regarder. De plus, je suis presque, que vaut ds sur dt. Si je dérive la fonction sinusoïdale, ça me donne quoi? Ouais. Attends, on va d'abord le faire en réel, et après on va voir. Mais on va voir que ça marche bien, effectivement.
On prend l'expression. Bon, je ne l'ai plus, mais on s'en souvient, donc je vais vous la refaire. Donc c'est moins. Il y a Sn, il y a un moins qui vient de la dérivation du cosinus. Il y a un petit oméga qui va popper dans cette histoire, on est d'accord? Et il y a un sinus de oméga t plus phi. Il est un peu pénible ce sinus, mais on va faire un truc, vous allez voir, c'est absolument génial. En fait, je vais tout simplement dire que ça c'est Sm oméga, facteur de cosinus de oméga t plus phi sur 2. Parce que cosinus de x plus pi sur 2, ça fait moins sinus de x. Et ça, en fait, je vais pouvoir l'écrire comme un truc extrêmement sympa. J'ai pas encore fini, je passe sur l'autre. Donc ça veut dire que ds sur dt, c'est donc la partie réelle de quoi? Donc de tout ce machin-là, d'accord? Enfin, de tout ce machin-là avec l'exponentielle. Donc de Sm, oméga, exponentielle de j, facteur de oméga t plus pi sur 2. On est d'accord? J'ai juste pris l'argument dans cette histoire et je l'ai brutalisé. Sauf que mon exponentielle a plus b, ouais. Je veux dire, on ne pourrait pas juste dire que c'est la partie imaginaire. Non, on va pas le faire comme ça. On va, il y a mieux. C'est ce qu'on va faire maintenant. Sauf que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a plus exponentielle de b. On est d'accord? Le morphisme s'applique là. Fois exponentielle de b, pardon. Je te remercie Simon. Voilà. Et donc en gros, ça je vais pouvoir l'écrire comme la partie réelle de Sm oméga exponentielle j de oméga t plus phi, ça j'y touche pas, multiplié par exponentielle de j fois pi sur 2. Ça vaut quoi ça? Ça vaut j effectivement, ou i comme vous voulez, hein, je vous pardonne pour l'instant. D'accord? Et donc ça c'est extrêmement important, c'est que la dérivée de s par rapport au temps, c'est égal à la partie réelle de j oméga, facteur de Sm oméga exponentielle j oméga t plus phi. Effectivement, vous vous rendez compte que si on avait dérivé l'exponentielle, c'est ce qu'on aurait eu. En fait, dériver une fonction sinusoïdale, ça revient à multiplier à j oméga le complexe qui lui est associé. D'accord? Si vous avez pigé, la dérivée seconde, ce sera quoi? Ça sera effectivement, au lieu d'avoir j oméga, ça sera j oméga au carré, donc ça va donner un moins oméga carré. On est d'accord là-dessus? C'est mis 2 oméga, monsieur. J'ai mis 2 oméga. Il y a un oméga. Ah oui, oui. Voilà. Je ne voyais pas. Je te remercie. Oui. Ça là? Bah, exponentielle de jx, c'est cosinus x plus j sinus x, non? Bah, la partie réelle, c'est cosinus x. C'est tout ça. Alors, je vous spoil un peu ce qu'on va faire à la rentrée. Ça signifie que toute dérivation peut se transformer en une multiplication. Ça signifie que toute équation différentielle peut se transformer en un polynôme. Bah, en fait, vous prenez le polycarité, vous mettez j oméga à la place et ça marche. Autrement dit, dès que vous êtes en régime sinusoïdal forcé, vous n'avez plus des codifs, vous n'avez que des polynômes à faire. Et tout d'un coup, on va être content, parce que quand même, les codifs, c'est un peu lourd. D'accord? Voilà, ça, on fera ça à la rentrée. Ce truc-là m'intéresse pour culture. Vous apprenez ça pour la semaine, enfin pour la rentrée, plus exactement. Et on est parti.